C'est la 5e de couve, on parle de manga culinaire. On ne pousse pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve, l'émission de débat autour du manga. Une fois de plus, nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer le manga. Mais surtout ceux où il est question de gastronomie. Une émission 5 étoiles, donc référencée dans le guide Michelin, dans le top 3 des meilleurs podcasts manga d'après TripAdvisor, paraît-il. Puis si vous êtes gentil, vous aurez 20% de réduction sur l'écoute en passant par la fourchette. Plus sérieusement, la nourriture et la gastronomie dans le manga, c'est un sujet hautement important. Et pour en parler, on a une sélection d'un chef. Il est maître de la rôtisserie. Veau, vache, cochon, sanglier ou petit cochon de lait. Tout y passe avec lui, toujours une broche à la main, c'est Robin. Salut Robin. Salut à vous. Ça va ? Bah ouais, je me délecte d'avance de parler de ce sujet avec vous. Lui, c'est le chef des épices, éminemment spécialiste de l'assaisonnement. Les sauces et leur goût n'ont aucun secret pour lui. La louche à la main, c'est Flavien. Salut Flavien. Salut. Tu dis ça parce que je suis indien ? C'est ça ? Non, Cliché. je dis ça parce que tu mets des épices. Cliché. Tu mets plein d'épices différentes. Allez, il est indien. Ah, je suis indien, Hein, voilà. c'est raciste. Cliché. Raciste. Ok, alors fais des pâtes à tous les auditeurs et puis on vérifie ensuite. Des pâtes aux épices. Mort le raciste partenaire. Lui, il fait la cuisine pour de vrai. En France ou au Japon, il connaît la gastronomie sur le bout des doigts. En plus, il lit des mangas. Yann est avec nous. Salut Yann. Salut. Tu es cuisinier. Tu reviens d'un an au Japon où tu as appris différentes méthodes de cuisine dans différents restos là-bas. Exactement. Voilà, j'ai profité d'un an pour parfaire mes talents culinaires japonais. L'art de la gastronomie japonaise et française est donc relié avec toi. Merci de nous suivre. Et hashtag 5DC pour réagir sur Twitter ou sur le groupe Facebook. Hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga, pour prolonger cette émission et la discussion. La gastronomie, c'est l'ensemble des règles qui définissent l'art de faire bonne chère, si on en croit l'Académie française. Ouh là là. Par bonne chère, il faut comprendre faire bon accueil. Devenu plus tard, faire un bon repas, parce que bien accueillir, c'est bien nourrir les gens. Si niveau accueil et repas, il y a donc deux pays au milieu de beaucoup d'autres qui se démarquent, c'est quand même la France et le Japon. La gastronomie dans le manga est-elle omniprésente ? Je crois que plus largement, la nourriture a une scène dans plus de 80% de la production japonaise. Chiffre que j'ai auto-certifié. Oui. Oui, bien sûr. C'est le dernier chiffre de l'INSEE, non, sur le sujet, ça. L'INSEE du Max. Voilà. De mon INSEE, ouais, chez moi. En tout cas, il y a des titres, beaucoup de titres complètement basés sur la gastronomie aussi et sur cette culture de la cuisine. Le dernier en date s'appelle Artiste, un chef d'exception qui est sorti chez Glénat. Artiste, c'est quoi ? C'est l'histoire de Gilbert. Gilbert est plongeur dans un grand restaurant parisien et il passe son temps à être désolé et essaie d'être le plus discret possible, mais il a un talent. Gilbert, il possède un goût et un odorat extrêmement développés et de surprenantes connaissances en cuisine. Alors est-ce qu'il va devenir un maître des saveurs ? C'est l'objet de ce manga Artiste. Et on a un beau panel de ce que vous comprendrez en tout cas la gastronomie française vue du Japon. Ça va de Rungis jusqu'au restaurant, on n'a juste pas la digestion, quoi. Sinon on a vraiment tout avec Artiste. Artiste, c'est aussi un manga signé par une auteure appelée Taro Samoyed. Oui, c'est ça. Avec qui tu as fait une conférence qui est disponible sur le site... Sur manga.tv, sur YouTube de manga.tv et sur manga.tv. Exactement. On reparle donc de ce manga dans quelques secondes et puis on va faire un petit tour d'horizon des mangas complètement centrés sur la nourriture. Ça vous va ? Ouais. Ça nous va. Si vous en avez, vous le dites ou sinon je commence. Si j'envoie un Food Wars. Allez, Food War. Allez. Food Wars, c'est quoi ? Leader du manga culinaire en France, je pense. Ouais, je pense aussi. Ouais. On est dans la case « Un jour, je serai le meilleur cuisinier du monde ». Avec des Pokémon ou pas ? Sans les Pokémon. Ok. On a tous les ingrédients là du manga blockbuster, du manga c'est un jump. C'est vraiment tout ce qu'on peut faire pour bien digérer du manga. Bah ouais, carrément. De toute façon, il y a tous les codes du shonen où le gars il veut devenir le plus fort, il a toujours des adversaires derrière. Alors les codes du shonen neketsu. Ouais. Et puis t'as tout le côté un peu fanservice aussi qui est omniprésent quand même dans Food Wars. C'est plus que du fanservice là,
Ah, on est limité de chi. Oui, et puis ça va très 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 vite, quoi. C'est dès la page, je sais pas, 20, un truc comme ça. Bah, il fallait attirer un premier chapitre, ça fait que 40 planches, donc il fallait tout de suite s'imposer. C'est ça. Non, mais c'est vrai qu'en fait, ce qui est marrant ce qui est étonnant dans Food Wars, en tout cas, la première fois qu'on le lit, c'est qu'à chaque fois qu'un personnage, homme ou femme en revanche, a une réaction, goûte un plat et que le plat est merveilleux, il en est à moitié déshabillé. Oui, bah ça peut provoquer ça, la nourriture aussi. Ah bah l'extase culinaire, oui. Alors, mes habits tombent rarement quand je mange. Oui, mais là on est dans l'imagerie, tu vois. S'il y avait Cagnard, ça serait autre chose, mais bon. Autre manga, on va reparler de tous ces mangas. Hell's Kitchen, qui est à peu près dans la même veine, avec des personnages vraiment haut en couleur. Dans Hell's Kitchen, là c'est un démon. C'est un démon qui veut manger les humains, mais il veut manger le meilleur des humains. Et le meilleur des humains, qui serait le meilleur des humains s'il ne serait pas le meilleur des cuisiniers? Du coup, ça veut dire qu'il aurait plus de goût, plus de saveur, donc ça serait le meilleur. Il aurait le meilleur goût, en fait. L'humain aurait le meilleur goût. Parce qu'il sait cuisiner. Parce qu'il a travaillé son goût. Voilà. Puis je crois qu'il en a marre de manger des chefs, c'est ça. Et donc il va des mauvais chefs. Des mauvais chefs. Il s'amuse aussi à faire évoluer un personnage. Qui sont un peu aussi, c'est un côté un peu. Il y a un côté Hansel et Gretel. C'est ça. Hansel et Gretel, mais on a quand même un côté quête initiatique puisque on a tous les éléments de la quête. Un peu plus vieux, Nyaki Tate Japan, un peu plus d'humour aussi. Enfin, très drôle. C'est subjectif, mais j'ai l'impression qu'il y a plus d'humour dans Nyaki Tate Japan. Je suis d'accord. C'est un peu plus sur l'humour. C'est l'histoire d'un petit boulanger qui a les mains solaires. Il a les mains chaudes, comme on dit. Les mains solaires, c'est pas mal. Et il adore le pain français, il adore le pain allemand. On va peut-être pas revenir sur ce sujet du pain allemand que j'ai jamais vraiment compris. Et lui, il veut donc faire le pain japonais. Le Japan. C'est un jeu de mots. Voilà. Pain en japonais se dit pan. Et donc Japan parce que Japon. Donc le pain japonais. Ils ont osé. C'est un manga humoristique, quoi. Non, mais c'est super drôle. J'ai jamais vu des réactions aussi drôles d'ailleurs. Quelqu'un se souvient du sous-titre du manga en français? Non. Le meilleur boulanger? Non. Tout pour réussir? Un pain c'est tout. Un pain c'est tout, oui. C'était pour coller, je pense, un peu à Japan, quoi. Faut essayer de dépasser les Japonais sur le sujet. Et Nyaki Tate, déjà, ce goût du calembour. En japonais. J'ai le trou de mémoire, je ne sais plus. Tant pis. Nyaki, c'est grillé. Grillé. Ouais. Et après, c'est peut-être un... Ouais. Je peux pas vous aider, moi. Alors là... Et on a aussi des mangas plus adultes. Il y en a quelques-uns, là, des mangas plus adultes. Alors, artistes, et pas du tout dans la veine quête initiatique ou shonen neketsu. On a donc Les Gouttes de Dieu et Les Gouttes de Dieu mariage. Oui, même Les Gouttes de Dieu tout court est un manga culinaire, puisqu'il est question d'œnologie. On est plus sur le. Oui, c'est une catégorie. C'est une forme de la gastronomie. Enfin, c'est toujours lié, quoi, gastronomie et œnologie. C'est ça. Alors que dans le mariage, c'est vraiment lié. Oui. Et puis, Gouttes de Dieu, c'était quand même un des rares mangas à avoir réussi à parler à un autre lectorat que le lectorat de manga, quand même. Que le lectorat manga habituel, clairement. Il a réussi à dépasser les frontières, je suis d'accord, moi, dans mes potes en tout cas, genre qui lisent pas forcément du manga, ça atteint un peu le grand public, quoi, à travers le vin. Et il y a eu une suite aux Gouttes de Dieu qui s'appelle Les Gouttes de Dieu mariage, autrement appelé mariage tout court, où là on est sur le mariage, l'accord mets et vin. Oui. Voilà. Et là aussi, un grand classique de la gastronomie. Quoi. La rencontre des deux univers. Moi, j'attends juste le manga où il y aura bière et mets. Ce serait génial. Ouais. Oui, de toute façon, c'est la prochaine tendance. De toute façon, le manga, on en parle à chaque fois, ils peuvent faire tous les sujets, donc a priori, la bière, pourquoi pas. Sachant que ça peut être relié aux Gouttes de Dieu, puisqu'au début des Gouttes de Dieu, le personnage est représentant en bière. C'est vrai. Du coup, ça peut être totalement cohérent. L'accord mets et vin, effectivement, on apprend même qu'on peut boire du vin rouge avec du poisson grâce à mariage. Parce que c'est une découverte. Ce qui n'est pas toujours commun, non mais c'est faisable. C'est faisable. Ouais, c'est faisable. C'est faisable et c'est pas forcément reconnu. Donc récemment, Artiste et d'autres mangas qui n'ont pas forcément tous eu un grand succès. On pourrait en citer beaucoup d'autres, mais on retrouve ça adapté dans tous les genres. Il y a du seinen. Ouais. Il y a du shonen, il y a du shoujo évidemment, il y a du ecchi voire hentai. Je sais pas si vous vous souvenez d'un one shot qui s'appelle Space Chief César. Si, Boichi. Signé par Boichi, l'auteur de Dr Stone. Le dessinateur de Dr Stone et auteur de Sunken Rock. Et puis en cherchant bien, on a aussi des mangas culinaires yaoi. Ça, je pense qu'il faut chercher, mais il y en a. Oui, sûrement. Du coup, moi, la vraie question que je me pose quand on a fait ce petit panorama, c'est est-ce que le manga culinaire, c'est un vrai genre ? Ou est-ce qu'on est juste dans un alibi pour fournir un manga de plus ? Est-ce qu'on est
pas dans un argument marketing, tout simplement. Non, moi je pense que c'est une idée d'histoire. On peut partir, par exemple, si je reprends Yakizete Japan ou même tous les titres qu'on a sortis, c'est une idée d'histoire, c'est une idée de quête. De toute façon, même les cuisiniers, c'est pour eux, pour être le meilleur cuisinier, tu commences petit, puis t'avances. Du coup, ça fait une très bonne histoire. Donc ça peut pas être c'est pas un truc marketing, parce que de base, la quête de devenir cuisinier, c'est une quête initiatique. Ouais, mais est-ce que c'est un genre pour autant ? En fait, je pense que pour aller un peu plus loin, ça dépend aussi du type de manga dont on parle, quoi. Genre, par exemple, Food Wars, là, on est sur les codes du shonen. Donc là, je pense que typiquement, la nourriture, finalement, est plus un alibi pour servir de quête. Alors que sur les Gouttes de Dieu, on va vraiment être sur une... Bon, il y a une quête aussi, mais c'est plus... Là, il y a plus de pédagogie, entre guillemets, j'ai l'impression. Et ça se voit au niveau de à quel lectorat ça s'adresse, finalement, quoi. Ouais, mais pour Food Wars, on va, plus que les codes du shonen, on va être dans les canons du Jump. Dans les canons du Shonen Jump, où ça va être super calibré. Ouais, et du coup, tu vois, c'est ça, ils ont dit, ils ont leur code du Jump, et ils ont dit, quel sujet tu peux coller à ça. La nourriture, c'est un super sujet, parce que voilà, c'est un univers en soi, quoi, foisonnant. Et du coup, ça s'applique très bien à cette recette. Et alors que c'est pour ça, les Gouttes de Dieu, je pense que là, on est sur une autre approche. T'es sur une approche pédagogique, quoi. T'es sur une approche un peu plus pédagogique. Pareil aussi sur Artiste, t'es aussi sur une approche un peu pédagogique sur de la cuisine, comment ça se passe à l'intérieur des cuisines. Là, t'es sur un truc un peu plus fantasmé, un peu plus sublimé, mais t'es aussi sur une approche péda où on essaie de comprendre comment ça se passe à l'intérieur. Yakizete Japan était aussi sur une approche similaire. C'était sur un peu shonen, mais t'avais des recettes dans Yakizete Japan. Ouais, dans un peu tout, t'as quelques recettes, hein. Elles sont glissées. On en reparlera tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Yann, est-ce que quand tu lis ces mangas, t'as une impression de réalité quand même ? Alors ça dépend, je dirais que peut-être il y a plus d'impression de réalité dans le seinen, où justement on est plus sur un aspect pédagogique, où on essaye, où tu sens qu'il y a quelqu'un derrière qui essaye de retransmettre éventuellement une passion ou un vécu, que ce soit dans les Gouttes de Dieu, sur le vin ou Artiste, ou les premières pages que j'ai lues, ça m'a rappelé des choses que j'ai vécues en cuisine ou après à travers le monde de la restauration que je connais un petit peu. Après sur le shonen, là pour parler de Food Wars, c'est vrai que là pour le coup, ça peut-être que sur les plats qui sont cuisinés, tu sens la passion du pays, l'histoire, la gastronomie c'est important au Japon, et donc on est content d'en faire un manga, mais c'est pas très réaliste, je pense, dans l'exécution, où clairement t'es toujours c'est un génie, ou limite il a des pouvoirs culinaires. Ils ont tous limite des pouvoirs dans Food Wars, c'est-à-dire en plus ils ont tous des spécialités. Spécialiste des couteaux, spécialiste des épices, spécialiste de la broche, tu vois. Robin, t'arrêtes ton personnage dans Food Wars. Mais pourquoi cette broche ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de broche ? Je t'expliquerai, je crois qu'à ton anniversaire t'as fait cuire un truc. Bref. Et Yann, je voulais te poser une autre question. Est-ce que quand toi tu dis je suis cuisinier et j'aime le manga, est-ce que les gens te font un rapprochement et se disent ah mais du coup t'as des mangas de cuisine ou jamais? Non, ça m'est jamais arrivé, mais je connais d'autres cuisiniers qui aiment le manga. Je sais pas si c'est le côté un peu sous-culture du manga un peu street qui se rapproche des cuisiniers, mais non, j'ai jamais eu ce rapprochement. Moi j'ai l'impression que le manga culinaire, j'ai vraiment cette impression d'alibi. J'ai pas vraiment cette je sais que les Japonais, mais ils adorent ça, ils adorent la cuisine. Que la gastronomie est vraiment réputée là-bas. Je pense que pour ces auteurs, j'ai pas l'impression que ces auteurs qui font ces mangas de cuisine soient vraiment des passionnés de cuisine, ou alors c'est juste une passion qui les a piqués un jour. Non, je pense... pour reprendre l'exemple des Gouttes de Dieu, pardon, là pour le coup t'as deux vrais passionnés, deux ultra connaisseurs du vin, et qui m'ont limite, c'est devenu une nouvelle référence dans le milieu du vin, si tu veux. Les Gouttes de Dieu maintenant, enfin en tout cas au Japon, ça a fait exploser les ventes de certains vins qui sont cités, parce que les gens sont reconnus, enfin les auteurs sont reconnus comme étant des vrais connaisseurs de ce dont ils parlent, quoi. Donc là je pense que tu peux pas vraiment parler d'alibi, c'est vraiment les mecs. Mais est-ce que c'est une exception, parce que parlent de leur passion. Pour l'auteur, ça en fait pas un genre. Non, mais tu vois, pour l'auteur d'Artiste, elle est fan de la cuisine, elle va goûter tous les plats, et en fait, ce qu'elle voulait, c'était montrer vraiment l'ambiance des cuisines et la cuisine, en fait, comme on sait.
Du coup, je pense que pareil pour le dessinateur de Hell's Kitchen, enfin l'auteur de Hell's Kitchen, on part sur quelque chose de très assez réaliste, mine de rien. Et même si on est... Enfin, il y a les enfers comme il y a les enfers, etc. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'on part quand même d'une passion où on se dit, bon, on aime la cuisine, on aime le manga, et on va essayer d'allier les deux passions en même temps. Est-ce que après, c'est d'assouvir ses envies et c'est un alibi ? Je sais pas, tu vois. Est-ce que pour autant ça a créé des codes ? Est-ce que vous voyez des points communs ? Yann, t'as vu des points communs entre tous les mangas de cuisine, à part la cuisine ? Je dirais peut-être cet aspect justement passion pédagogique, genre où même dans un shonen comme Hell's Kitchen où tu sens que derrière ça parle de cuisine, tu sens qu'il y a le coup de feu, il y a l'effervescence en cuisine, et donc quelque part je pense que si tu l'as pas vu tes yeux ou si t'as pas kiffé sur je sais pas des émissions de télé-réalité sur la cuisine, tu peux pas retransmettre ça. Genre peut-être qu'on ressent moins ça dans Food Wars pour le coup, où c'est plus voilà, enfin c'est de la science-fiction de la cuisine. On est plus dans une Top Chef sur Food Wars. Ouais, mais enfin je sais pas, après il y a des trucs, enfin c'est tellement exacerbé, genre je sais pas, j'ai cette scène où je sais pas, t'as je sais pas, un peu la guerre des restos dans l'école où il y a 1000 mecs qui sont en train en même temps ils sont rasés et ils secouent des wok comme ça, tous en cadence, etc. Bah, c'est pas super réaliste, tu vois, c'est la brigade, mais genre en mode science-fiction, quoi. Ouais. Non, mais il y a aussi un autre parallèle aussi qu'on peut faire dans tous les mangas, c'est les réactions. Les réactions sont toujours hyper exacerbées. On prend Yakitate Japan ou Food Wars. Dans Food Wars, ils se font à poil. Et dans Yakitate Japan, ils vont se faire des délires psychomotes où ça part dans des trucs comme si c'était sous LSD ou sous un truc. Là, clairement, on est dans l'alibi, quoi. La cuisine, c'est l'alibi culinaire pour faire un shonen, quoi. Ouais, mais alors dans Les Gouttes de Dieu, on repart dans des souvenirs, dans des évocations. Oui, mais là aussi, c'est délirant finalement. Oui, c'est délirant parce que c'est des saveurs qui évoquent beaucoup de choses. De toute façon, tous les sens qu'on a évoquent toujours plein de choses, quoi. À chaque fois qu'on ressent quelque chose, ça évoque d'autres choses. Et Les Gouttes de Dieu, bah, peut-être qu'ils évoquent ça de façon moins hystérique que dans les shonen, mais ouais, je suis d'accord. C'est le même principe en fait. Mais c'est pareil, quand tu manges un plat, quand t'es dans un restaurant, tu vas dire ce plat quand tu le manges, ça me rappelle quand ma mère le faisait ou ma grand-mère le faisait, ça te rappelle toujours un petit souvenir. Comme dans Ratatouille. Comme dans Ratatouille, c'est ça. Il y a cette façon, je pense, un peu décomplexée justement de décrire la cuisine quand je sais pas, quand t'as l'habitude de boire du vin ou que tu traînes avec des gens qui ont l'habitude de boire du vin, de manger des choses, bah t'en viens à parler de la cuisine un peu avec tes souvenirs, un peu tu peux te lâcher sur tes sensations, t'as pas un complexe à dire ça a goût de ça, non, vous trouvez, ou à y rappeler une émotion, ça sent ça sent le cuir, ça sent et donc je pense pour être sur cette description un peu de la cuisine à travers des souvenirs, justement, je pense c'est peut-être plus un côté genre passion où il faut vraiment aimer ça, où là c'est pas un alibi où je fais de la projection, mais je pense que c'est pas un alibi dans ces cas-là. Tu sens qu'il y a des passionnés derrière de la gastronomie et du vin, par exemple. Je vous entends messieurs. Pour parler de la gastronomie en elle-même, comment nous en France on arrive déjà à percevoir notre propre gastronomie? Parce que on voit que dans les mangas le Japon, les Japonais, les auteurs japonais vont percevoir une gastronomie fantasmée, puisque la plupart du temps ils sont jamais venus en France. Ouais, la plupart, mais déjà rien que juste pour les bases, comment nous on perçoit notre gastronomie? Bah, pour reprendre la définition que tu donnais tout à l'heure, c'est l'art c'est faire bonne chère, c'est ça? Donc c'est partager des choses. Donc en fait c'est un ensemble de choses. C'est un décorum, comme j'ai dit, comme j'ai pu dire précédemment. Et bref, en fait la gastronomie c'est à la fois des saveurs et c'est aussi une façon de les accorder, c'est une façon de les présenter, c'est une façon de les partager avec les gens et de les partager avec d'autres choses. Donc ouais, la gastronomie c'est un peu tout ça. Et après en France, nous on a une tradition gastronomique parce que déjà on a une cuisine qui est quand même hyper variée, très riche, très riche, et au Japon aussi. Et je pense que c'est pour ça qu'on considère que c'est deux pays qui font partie de ceux qui ont des vraies traditions gastronomiques. Mais moi quand j'étais petit, et même un peu maintenant, pour moi la gastronomie c'était quelque chose qui était inaccessible. C'était quelque chose qui était, pour moi, c'était de la haute cuisine. Parce que tu avais peut-être cette image du restaurant gastronomique. Et c'était la haute cuisine, c'était pas c'était pour moi la cuisine, c'était de la cuisine normale où on partageait des saveurs, on partageait des plats, on était voilà. Et quand on me disait c'est de la gastronomie, pour moi directement ça prenait une autre saveur, autre chose, comme si c'était beaucoup plus haut, un truc qui était inatteignable en fait. Il y a eu aussi une grande différence par rapport à quand tu étais petit, c'est la télévision et Internet.
qu'il n'y avait pas quand tu étais petit, enfin pas autant, en tout cas pas pour les émissions de télévision de cuisine comme elles le sont maintenant, ou avant on avait Maïté qui nous apprenait à faire la bonne cuisine familiale. Et ben c'était la bonne cuisine toujours, tu vois, on reste toujours c'était de la bonne cuisine, mais aujourd'hui on a des chefs qui nous apprennent à faire un dressage et qui vont partir sur... Mais tu vois, même à l'époque, j'avais déjà cette image-là de dire c'est pas... tu pensais à restaurant gastronomique en fait, donc du coup, tout de suite, ça met un standing qui est pas. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, alors je sais pas comment c'est dans les autres pays forcément, mais on n'a pas de problème pour parler cuisine en France et pour même parler grand plat, goût, gastronomie. Avec l'avènement de tous les sites internet, des blogs de chefs, avec l'avènement des émissions, on voit de plus en plus, on n'a jamais vu autant de chefs à la télévision qu'aujourd'hui, on n'a jamais vu autant de gens cuisiner qu'aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il n'y a plus aucun complexe à parler de cuisine et à donner des termes un peu pointus. Ouais. Après, la France, on est quand même un des rares pays où on parle de bouffe en bouffant en fait. Je suis d'accord. C'est quand même à chaque fois que je suis avec des étrangers, ils me disent mais vous êtes incroyables les Français, vous êtes en train de manger, vous parlez de ce que vous allez manger après quoi. C'est important, je pense. C'est l'envie de retrouver la sensation du moment et de se dire ça peut pas s'arrêter là. Bah oui, c'est ça. Retrouvons. Et puis je pense, pour répondre à ta question Maxime, je pense que ça a été complètement décomplexé comme tu disais à travers les émissions, internet, et justement c'est un vocabulaire qu'on s'approprie même sans le savoir. Enfin voilà, tu regardes une émission de télé-réalité comme Top Chef, voilà, ça passe à la télé aux heures de grande audience et t'absorbes ça quand t'es gamin, etc. Il y a des éléments de langage qui ressortent, on respecte le produit, tu sais, des trucs qui... Non, il y a des phrases qui... je vais partir sur un machin, une base de trucs. Ouais. Il y a 15 ans, jamais on allait partir sur un poisson. Ouais, ça. Partir sur un poisson, tu l'ouvres ton poisson. Non, on s'est fait un truc comme Luffy à d'autres poissons, quoi. Tu y allais, quoi. Tu ne partais pas sur un poisson. Non, mais c'est vrai qu'il y a des langages qui arrivent, et puis même dans les mangas, il y a un langage qui arrive et qui est de plus en plus raffiné. Tu vois, même le côté raffiné, il y a une autre idée derrière ça. Du coup, c'est vrai que c'est un peu plus sensible. Et vu du Japon, alors du coup, on le voit un petit peu à travers les mangas, la cuisine, elle est vraiment fantasmée, la gastronomie française. Tu l'as ressenti comment quand tu disais « Je suis français, je suis cuisinier, je veux travailler avec vous ». Ça se passait comment avec des cuisiniers japonais, avec les japonais en général ? Ouais, il y a quand même, je pense, il y a quand même une attente vis-à-vis de certaines techniques où, je sais pas, je travaillais dans un hôtel justement près de Nagano, où genre si je savais pas faire un truc pour eux très franco-français du genre des oignons caramélisés, tu vois, dans du beurre, un truc comme ça, genre ils me demandaient si je demandais un conseil sur un truc comme ça, c'était un peu genre la trahison, je sais pas, de leur fantasme. Ouais. Mais t'es vraiment français ? Oui, mais c'est votre cuisine les gars, j'ai pas envie de faire un impair, genre est-ce que ça vous va ? Voilà. Donc je pense qu'il y a un truc un peu fantasmé, que ce soit de la France en général, et en fait les traceurs un peu du rêve français de loin, c'est la cuisine, j'en sais rien, la Tour Eiffel, le pain, la Dedoche et le béret, quoi. Ouais. Et puis pour en revenir au manga, il y a aussi ce côté les brigades, puisque les brigades c'est une invention française, c'est le Escoffier, c'est ça qui a inventé le concept des brigades. Et c'est un truc, je pense, pour les mangaka qui est super intéressant, parce que ça reprend les codes du manga. En fait, t'as le chef sauce, le chef machin, enfin chaque personnage a son rôle et tout ça, et tu sais, c'est vraiment une espèce de truc d'équipe. Il y a le chef, boss de mi-niveau. Non mais tu vois, il y a vraiment toute une organisation avec une team, quoi. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait partie de ce qui plaît dans la cuisine à la française, quoi. Non mais même ça a toujours été sublimé. Quand tu pars au Japon aussi, t'as toujours des restaurants qui ont des noms français, des restaurants japonais qui ont des noms français. La France a toujours été le pays de la bouffe et de la gastronomie pour les Japonais. Donc de par ça, ils se font une idée complètement folle de ce qui peut se passer en France, quoi. Est-ce qu'au Japon vous êtes allé manger dans ces chaînes de restaurants français censé faire de la cuisine française? La Vie de France, par exemple, tu vois. Je me souviens plus des noms, mais la Vie de France, c'est la boulangerie Vie de France. Ouais. Non, moi honnêtement j'ai après avoir goûté quelques viennoiseries et tout ça du haut de, je pense, de comment dire, de ma nationalité française. Je préférais goûter de la gastronomie japonaise ou des produits japonais, même de la street food. Honnêtement. C'est meilleur en France, quoi. Non, moi j'ai mangé des viennoiseries, mais c'était vraiment un pâtissier, un boulanger français. Donc... Ouais. C'était triche là.
Ouais, c'est ça. J'ai mangé des viennoiseries aussi au Japon et du pain japonais, mais en fait c'était fait par un japonais, mais bon, il a appris en France, quoi. Donc forcément. Et on te posait justement d'autres questions comme ça, genre comment vous faites en France, est-ce que vous avez... on était curieux de la cuisine française dans les cuisines japonaises. Alors non, je pense peut-être un peu moins. Ils avaient plutôt, je pense, ils ont quand même, comme nous, on est fiers justement de notre patrimoine, notre gastronomie, etc. Dans une cuisine japonaise où on faisait de la cuisine japonaise, dans celle où j'ai pu travailler, on est sur de la cuisine japonaise, on est dans le thème, et ils sont aussi eux très fiers de leur patrimoine, de la façon du travail. D'ailleurs, c'est pas du tout les mêmes bases, donc je sais même pas. Genre nous, enfin je sais pas, on commence à cuisiner, on met la moitié de la plaquette de beurre dans la poêle, et ensuite au Japon, je sais pas, je dirais que c'est plus sur une cuisine. Il y a beaucoup de cuisine de bouillon, où on cuisine pas forcément avec beaucoup de matière grasse. C'est beaucoup plus simple. Oui, beaucoup plus simple, beaucoup voilà sur sain tout court aussi. Ouais. C'est plus sain dans le sens où il y a moins de gras, et il y a moins de mélange aussi, non, quand même. Et moins de cholestérol. C'est ça, ouais. Je pense qu'on est peut-être plus sur une cuisine de produits, et je dirais même, par rapport à la street food, en fait, la bouffe de rue, justement au Japon, ils ont réussi à garder ça justement, même dans les produits vraiment pas chers, sur le ramen, je sais pas, des petits trucs même. Bon, il y a de la friture au Japon, par contre, il y a quand même pas mal de friture, et je trouve qu'en France, on a perdu cet échelon de la gastronomie qui est la gastronomie de rue. J'ai l'impression aussi que on a nos sandwichs, quoi. Oui, on a nos parisiens, quoi. On a jambon beurre, effectivement, ou jambon beurre comté également. C'est vrai que quand tu vas en street food ici, tu vas plus dans les trucs asiatiques, quoi. Ou pas forcément, non, il y a tout, on a tous les kebabs, etc., mais qui est pas asiatique du coup. Qui est pas asiatique. Mais c'est l'Asie, c'est ça. Ouais, ça touche l'Asie. C'est ça, c'est pas loin. Non, c'est vrai que nous on n'a pas cette vision street food que les Japonais peuvent avoir de leur cuisine, ce qui, en plus, ils la tiennent quand même en estime, cette cuisine de rue. Ouais. Et en plus, donc elle reste accessible, elle reste saine, dans le sens où pas cher veut pas forcément dire que c'est pas bon. Et je pense qu'en France, cette cuisine-là, elle vient, c'est un peu la cuisine familiale, accessible dehors, pas cher, rapidement, la cuisine mamie. Et je pense en France, genre t'as pas moyen de manger, je sais pas, un petit bol de bœuf bourguignon avec 3 patates et des carottes vite fait sur le comptoir. C'est ça, j'allais dire, c'est une question de tradition aussi. En France, on a, si tu veux manger, c'est tu mets les pieds sous la table et tu mets ta petite serviette et tu manges, tu vois. C'est nos codes, tu partages, voilà, c'est ça, d'ailleurs c'est rentré au patrimoine mondial, je crois, le repas à la française, c'est entrée plat dessert, tu vois, c'est vraiment c'est une façon de consommer la nourriture qui n'est pas la même dans d'autres pays, quoi. Et au Japon, il y a pas vraiment de dessert. Enfin, il y a des pâtissiers, mais il y a pas vraiment de dessert, quoi. Alors il y a pas de dessert comme on l'entend nous à la française, et comme on peut penser à tout ce qu'on peut faire en pâtisserie, et au Japon, donc il y a beaucoup, je veux pas caricaturer, mais il y a beaucoup de choses où on va être sur des monoproduits à base de pâtes de haricots rouges sucrés, mochi, voilà, c'est ça, les mochi, et il y a une déclinaison justement du riz gluant fourré avec quelque chose, ou quelque chose de frit. Ouais, il y a les dango. Les dango, c'est juste le riz gluant, voilà, en boule, tout ça. Mais ça, c'est un truc qui étonne toujours les Français quand on leur fait goûter des desserts japonais. Je fais des guillemets avec mes doigts. C'est cette pâte de riz et ce haricot rouge. Quand on dit à un Français qui ne connaît rien du Japon, enfin très peu le Japon, on lui dit ça, c'est un dessert et c'est à base de haricots rouges. Les gens font des yeux, mais à chaque fois, genre. D'ailleurs, pour parler des haricots rouges, c'est marrant parce qu'ils ont beaucoup, et finalement ils font beaucoup de choses à base de haricots rouges, mais c'est que sucré. Genre on pourrait s'attendre à un petit chili con carne avec des familles ou un truc comme ça. Mais c'est vrai qu'un dessert à base de haricots rouges, ça fait un peu. La première fois, oui, mais c'est vrai que déjà, donc c'est une île, le Japon. Les choses ne poussent pas exactement comme en France, forcément. Ça, c'est le concept de toutes les îles. Et puis surtout, effectivement, le haricot rouge sert à faire du asuki, comme du sucre, enfin du sucre de haricot rouge. Comme nous, on fait du sucre avec la betterave. C'est juste que nous, la betterave, c'est un peu dégueu. Mais ça fait du sucre, voilà. Et que le haricot rouge, c'est un peu plus de goût. Moi j'aime bien la betterave. Et il y a ce truc du riz gluant qui fait une pâte bizarre, gluante, et qui la première fois est très choquante.
En fait, c'est la culture, la cuisine japonaise ressemble aussi à la cuisine indienne parce qu'en fait, en dessert, on a énormément de trucs avec du riz gluant. Du coup, quand moi j'ai goûté ça, pour moi c'était normal. Parce qu'en fait, en Inde, tu bouffes t'as beaucoup de riz gluant sucré. T'as plein de plats comme ça, donc en fait, je fais tiens, c'est drôle qu'au Japon, on a exactement la même chose. Tu vois, le parallèle est assez drôle. Vous avez des lacis, des desserts fidèles. Juste pour un petit commentaire, c'est souvent, enfin les dango, c'est plus de la farine de riz gluant plus que du riz gluant. C'est vrai qu'on mange pas beaucoup de riz gluant comme on l'entend dans les restaurants asiatiques en France, pour citer le continent. Voilà. Mais le Japon vu de France. Pour la grande majorité de Français, c'est les sushis. C'est les sushis et les makis. Et en plus, c'est complètement galvaudé, ça, quand même. C'est pas. C'est-à-dire qu'au Japon, c'est justement de la gastronomie. C'est ça, le oui. Sushi. On est sur du haut de gamme. On est sur. C'est un repas de fête. C'est un repas de fête. Et puis tout à l'heure, on disait que justement, il y avait un côté magnificence du produit. Ouais, ou c'est un peu le. Sur le sashimi, c'est totalement magnifier un produit en le coupant. Ah ouais. C'est juste une façon de le choisir, de le couper, et un assaisonnement. Ouais. Mais malgré tout, effectivement, c'est l'art de la découpe, ouais. Ouais, il n'y a pas de préparation de cuisine sur du sashimi. Non, c'est vraiment, je pense, c'est une connaissance encyclopédique de tout ce qui peut se produire, enfin de tous les animaux, enfin les poissons qui peuvent être dans la mer au Japon et crustacés. Et après, il y a une vraie science, je pense, sur le sushi, une vraie science du riz. De sa cuisson, de la pression à laquelle la cuire, du vinaigre qu'on met dedans, voilà, etc. Et de la fraîcheur en fait du service et de la découpe du poisson. Il y a un côté rituel aussi, quoi. Le mec qui coupe son poisson, c'est très. T'as rencontré déjà des maîtres sushi? On dirait vraiment une expression raciste, tu sais. Je pense la première fois où je suis allé au Japon en 2008, mes premiers potes, je suis resté 3 mois pour un stage, c'était des gens d'un restaurant de sushi. Et donc un restaurant sushi traditionnel et pas une chaîne ou les petites assiettes tournantes comme on peut essayer d'imaginer, je pense, depuis la France. Non, c'était le resto de sushi tradi, voilà, avec un maître sushi qui coupe son poisson devant toi. Exactement, et où tout est un peu ritualisé, et le gars a passé 15 ans à apprendre ça, tu vois, avant d'oser ouvrir son restaurant pour pas être risé. Tu parles de rituels, mais en fait la plupart des grands restaurants de sushi ou même des grands restaurants, c'est quand même des rituels, même rituels pour couper des légumes, du poisson, de la viande. C'est tout un rituel. En fait, on magnifie. C'est une magnificence du produit, quoi. C'est ça fait partie de la gastronomie aussi. C'est tout le. Ouais, mais je crois que c'est international ce rituel de découpe. Bien sûr. En France, il est encore plus sublimé quand même au Japon. Et après, je pense que c'est pas. On sent vraiment la différence. Personnellement, en tout cas, entre ce qu'on peut manger en France, du sushi chaîne de base qui, à mon avis, a complètement ils ont galvaudé le sushi. Ouais, voilà, c'est le McDo du sushi. C'est horrible. Voilà. Après, on peut avoir envie de manger un McDo, je ne jette pas la pierre, mais le problème, c'est vraiment de l'avoir mis au rang de street, pas de street food parce que c'est pas péjoratif, mais de produits qui se consomment un peu comme on mange des chips. Et je trouve ça un peu horrible. Et quand on va au Japon, quand on va dans un vrai restaurant de sushi, honnêtement, on sent la différence sur la fraîcheur, sur le nombre de produits différents qu'on peut avoir. Et c'est pas juste un truc de geek, du riz et du poisson. Derrière, il y a vraiment beaucoup de techniques, beaucoup de connaissances, un respect du produit. Et comme tu disais, le décorum, c'est important. Voilà, l'amour du produit, de ce que peut rendre le chef dans un restaurant de sushi, et de toute l'énergie qu'il peut y mettre. En France, c'est vrai qu'on a cette tendance avec le sushi, le sashimi, à le manger un peu à la volée. Il y a quand même quelques restaurants en France qui ont ce décorum, qui ont ces produits frais. À Paris principalement, effectivement. Il y en a 2-3 autres dans le restant de la France. Il faut essayer. Faut vraiment les tester. Il y en a notamment un dans le Finistère. Je pense que ça s'y prête bien. Et ils ont du bon poisson. Voilà. Je me rappelle plus exactement du nom, mais à chercher, le mec a étudié au Japon et voilà, c'est comme au Japon. J'en avais 2 à Toulouse aussi. Un qui était donc tenu par un Japonais, qui était un peu bizarre. Il faisait à Toulouse. Il finissait toujours à faire de la guitare dans le restaurant. C'est génial. Ouais, il était vraiment vraiment barré. Et il avait un grand resto en plus. Et un chef français qui s'est marié avec une japonaise, qui a fait ses études, qui a appris à couper le sushi, le sashimi au Japon, effectivement, qui est revenu à installer son restaurant à Toulouse. À Paris, il y en a quelques-uns, forcément dans le quartier japonais. Il y a Michi qui est pas mal, je crois.
Et puis dans les très grands restaurants gastronomiques japonais, il y en a quelques-uns aussi, mais alors là on est sur des coûts et des prix autres. On a des gastronomiques aussi en France, à Paris, franco-japonais, où ils arrivent à faire de la fusion teppanyaki notamment, et où là aussi sur la découpe et du légume et de l'animal, on est toujours sur des choses de qualité. Mais voilà, c'est vrai que entre Paris et Tokyo, il y a quand même pas mal de points communs en dehors des étoiles Michelin. C'est ça que tu me disais, tu m'avais montré quand on préparait l'émission. Oui, il y a un article qui dit qu'il y a plus de chefs étoilés à Tokyo qu'à Paris, ce qui est rigolo, je trouve. Énervant, je sais pas, mais c'est nous qu'on a inventé le Michelin. Arrêtez. Et je pense que sur ce sujet des étoiles aussi, je pense que c'est plus facile d'avoir une étoile à Tokyo que d'avoir une étoile en France. Il y a ça aussi, parce que moi j'étais dans un yakitori étoilé, notamment parce que j'ai bossé 3 mois dans un yakitori à Tokyo, et ça me branchait de bosser le yakitori, enfin de tester un yakitori étoilé, et j'ai testé aussi des restaurants étoilés en France. Et donc, juste, je me permets, le yakitori, c'est des brochettes grillées. C'est ça, et donc dans l'idée de yakitori, il y a yaki, grillé, tori, le poulet, et donc la tradition du yakitori, c'est vraiment anti-gaspillage alimentaire, c'est le poulet dans son entièreté, jusqu'au cartilage. On en fait des brochettes. J'avoue, moi j'ai bouffé des brochettes de cœur de poulet. Et as mangé, s'il te plaît. J'ai mangé des brochettes de cœur de poulet et je pensais pas que ça pouvait se manger, quoi. J'étais assez étonné. Ouais, le cœur de poulet, c'est très très bon. Et en parlant du guide Michelin, en fait, je reviens sur ce qu'on avait dit tout à l'heure sur la conférence que j'avais faite au Livre Paris, que vous pouvez regarder sur manga.tv. En fait, on confronte du coup l'artiste, Taro Samoyed, celle qui est l'auteur de Artiste de chez Glénat, et la co-scénatrice du goût d'Emma, qui est en fait une histoire vraie de Emmanuel, je sais plus quoi son nom, qui est guide, qui est critique au guide Michelin, et en fait elle va au Japon et en fait elle découvre un peu le Japon, et elle va pas mettre des étoiles, mais en fait elle découvre une autre sensation du Japon, comme tu l'as dit. En fait on est plus dans de la sensibilité qu'elle n'avait pas retrouvé en France, et du coup on comprend pourquoi en fait quand il y a des étoiles qui sont mises au guide Michelin, en tout cas à Tokyo, c'est qu'en fait il y a beaucoup d'étoiles en France, mais là-bas au Japon on retrouve encore plus de sensibilité, un amour du produit qu'ils n'ont pas retrouvé forcément en France, quoi. Je suis d'accord, et ça se traduit par justement des étoiles sur des restaurants de yakitori. Pas qu'ils soient pas bons, mais en fait ça fait plus, je pense, écho aux étoiles qu'on donne sur le jugement, sur la partie respect du produit, constance, minutie. Voilà, tous ces sentiments qui sont transmis de manière constante. Ouais, et puis il y a un côté mathématique. Tokyo, ils sont beaucoup plus nombreux, donc il y a beaucoup plus de restaurants, donc c'est logique aussi qu'il y ait plus d'étoiles. Cet homme est bon. Je vous propose de reparler de manga maintenant. Allez. J'adore la sauce que vous avez mise sur l'agneau, mais qu'est-ce que c'est? Ça ne me dit rien. C'est de la harissa. Ce condiment est typique de l'Afrique du Nord. C'est un mélange de purée de piment et de plusieurs épices. Je voulais donner à cette sauce un goût de Moyen-Orient. Donc je l'ai mélangé à du persil et du garam masala. On va revenir au manga vraiment, parce que la nourriture ça va 2 minutes. Ça donne faim en plus. Non, mais c'est surtout que du coup, étant français, on est capable de parler pendant 1 heure de nourriture tout en mangeant. Et encore plus de gastronomie japonaise. Précisons tout de même malgré tout que pendant toute cette émission, nous mangeons que de la junk food. Voilà, des chips et pas de très bonne nourriture. On a quand même du fromage. Et moi je bois du thé. Du Cantal, c'est vrai. Non, on va reparler de manga un petit peu, et de tous ces mangas culinaires, de tous ces mangas gastronomiques. Comment vous ressentez les goûts décrits dans les mangas quand vous les lisez, les uns et les autres? Vous trouvez ça réel? Moi, l'un des premiers que j'ai lu, c'était Yakitate Japan. Et j'avoue, ça m'a fait marrer, et je me suis dit, c'est comme ça que alors j'étais petit, hein. Je fais c'est comme ça que on peut goûter du croissant. ça fait cet effet là. Moi j'y croyais pas du tout, mais je trouvais ça rigolo. Et après c'est en lisant Les Gouttes de Dieu, je m'étais mis un défi à la con de goûter les vins jusqu'à que je sois intolérant au sulfite. Ah ouais, sympa. Et surtout jusqu'au moment où tu n'avais plus le budget. Je pense qu'il y a certains vins. Mais voilà, j'avais apprécié le vin, et je me dis effectivement, en fait, après c'est peut-être un truc psychologique, hein, mais il retranscrivait bien le goût que pouvait avoir le vin. Alors est-ce que c'est parce que je l'ai lu,
que j'ai eu ce truc-là, ou c'est parce que en fait je trouvais que c'était la sensibilité qu'ils avaient a été bonne. Oui, qui était le premier, la poule ou l'œuf, quoi. Ouais, c'est ça. Donc je sais pas. Après, si on arrive à te mettre quand même on te met souvent des mots dans la bouche quand t'es à 4, tu goûtes un verre de vin et tout ça, mais bon, t'as quand même réussi à t'approprier les mots à tes sensations gustatives. Je pense qu'il y a quand même c'est fidèle, quoi. Ouais. Ok, les gouttes de Dieu, c'est fidèle. Parlons des autres, parlons de Food Wars. Est-ce que vous vous sentez déshabillé en goûtant parfois des plats ? Est-ce que vous vous sentez nu devant ce plat ? Moi, je suis vraiment client de ces sensations exacerbées du shonen. Vraiment, le shonen, j'adore ça. Voilà, j'ai pas honte. Et genre, vraiment, quand je lis des trucs comme ça, ou quand c'était sur le cliffhanger de la fin du manga, que le mec finit à poil, bah moi, je me dis, ah ouais, ça me fout les poils, tu vois. Je me plonge dans le bouquin et je trouve ça cool, quoi. Ouais, vraiment. Bah après, de toute façon, c'est tellement intime, manger et les goûts que tu ressens, et chacun va avoir, tu vois, on dit les goûts et les couleurs, tu vois, il y a des gens qui vont aimer certaines choses, qui vont pas aimer, donc ça veut bien dire que chacun a une façon différente d'apprécier les saveurs, quoi. Et donc forcément, le manga a cette force dans certains cas de se dire, de toute façon, on va jamais pouvoir expliquer précisément quel goût ça a, donc on va lui faire... on va le déshabiller comme s'il est en extase parce qu'il trouve ça trop bon, et du coup ça marche, quoi. Enfin, d'un point de vue évocation, ça marche bien, quoi. Et ça a toujours été la littérature, c'est vrai, qui a inventé les mots, qui a mis les termes, que ce soit sur les parfums, le parfum, qu'avec le parfum de Patrick Suskind, mais on est sur un serial killer, mais on est moins sur la nourriture. C'est vrai que c'est un bouquin qui fait référence sur comment décrire des sensations indescriptibles, enfin difficilement descriptibles, quoi. Et d'autres auteurs de littérature l'ont fait. Est-ce que les auteurs de manga ont réussi aussi ce truc de réussir à décrire les goûts, c'est ça, ils ont utilisé les codes qu'ils avaient, qui sont les images, les ruptures avec tu goûtes et hop, qu'est-ce qui va t'arriver, la narration. Il n'y a pas forcément les ruptures, mais t'as aussi les ellipses, tu vois, ils te mettent un plat et t'as la case qui te fait l'ellipse et tu fais qu'est-ce que ça peut donner, et du coup ça te donne envie, juste l'ellipse, le fait que la construction soit autrement, et en fait ça te donne envie de dire ou tu peux même avoir une fin de page où le gars mange, tu vois, à la bouchée, tu sais pas à la page d'après quelle sensation il va avoir, et là bam, tu vas avoir donc ça, c'est la narration et l'image qui te permet de faire ça, quoi. Comme la pub au Monde Top Chef. C'est ça, ouais. Non, ça c'est horrible. Mais dites-le si c'est bon ou pas. Ouais, c'est ça. Genre, et le gagnant est... C'est le nouveau robot mixeur. On devrait mettre des pubs dans cette émission plus souvent. Non, faut pas faire ça. Non, t'allais dire un truc ou... Ouais, en fait, je me disais que, moi, personnellement, je pense que j'ai l'impression, j'ai goûté beaucoup de choses dans la gastronomie japonaise, dans la gastronomie française. Je sais pas, je fantasme peut-être des produits, des techniques. Je les ai cuisinés, j'ai essayé de les cuisiner, et en fait, moi, je me retrouve un peu dans ces choses-là. Je me rappelle de Yakitachi Japan sur cette espèce de croissant parfait, je sais pas, qui casse avec la cuillère, je sais pas ce qui se passe. Et clac, c'est tout croûté. J'étais jeune pourtant à l'époque, et je crois que je devrais déjà vraiment bien aimer manger, et je m'étais dit, waouh, ce croissant il a l'air trop bon, quoi. Genre, tu sais, le goût du croissant à la boulangerie quand il vient d'être fait, que tu l'achètes, et que genre juste il est à moitié chaud, que ça croustille mais que c'est moelleux à l'intérieur et tout. Depuis tu fais le tour de Paris pour trouver le meilleur croissant de Paris. Le croissant millefeuille, je sais plus quoi. C'est ça, oui, c'est ça, sur ce feuilletage de folie. C'est comme au cinéma quand tu vois les acteurs bouffer, mais il y a rien qui donne plus faim que quand t'es dans une salle de cinéma que tu peux pas manger, tu vois les gens manger. Juste en nous entendant vous saliver, c'est ça le truc. Mais tout ce délire là du croissant millefeuille, de tout ça, est-ce que c'est possible? Techniquement, est-ce que toi, en tant que cuisinier, tu te dis, ok, je peux faire un croissant millefeuille, évidemment. Voilà, je pense que c'est possible, mais ça mettrait beaucoup de temps, etc. Et que je pourrais pas l'exécuter peut-être aussi rapidement que. Mais ce qui est surtout génial, je pense que c'est le fait que ce soit impossible, et c'est ça qui te fait fantasmer, et c'est comme le rêve inatteignable, et c'est ça qui te file les poils, et c'est ça qui est intéressant. Et tous ces plats, ils sont pas possibles pour toi? Au début de Food Wars, là, quand il fait des patates avec le goût de viande. Si, je pense que c'est possible. Ça c'est possible. Ouais. Non, c'est plutôt peut-être des arômes et tout, je pense que peut-être quand ça tient un peu du pouvoir, ou du truc comme ça. Mais par contre, je pense que vraiment, je sais pas, je pense à la cuisine, ça m'a fait penser à la cuisine de reste, tu sais, genre je trouve ça assez intéressant cet exercice. T'ouvres ton frigo, il reste des trucs, et tu décides de faire un truc juste à base de ça, où t'es pas en train de dire ce soir je vais faire ça, donc t'achètes les courses juste pour ça, etc. Et là t'es dans la créativité justement, de la contrainte qui naît de la contrainte. Exactement. Et là ça fait appel juste
pour moi, ça fait appel à ce genre de situation où je crée un truc à partir de, tu vois, de l'inconnu, de la contrainte, tout ça. Et vous croyez que l'auteur dans Hell's Kitchen, il ouvrait son frigo là, avec ses assistants? J'espère. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Après, c'est la cuisine anti-gaspi, c'est aussi quelque chose dans Hell's Kitchen. C'est effectivement, c'est pas que les restes de cuisine. C'est les pelures de patates, on peut faire quelque chose. Les pelures de carottes, on peut faire quelque chose. Après, je sais pas si c'est une vraie démarche ou juste quelque chose de ludique. Je pense que c'est peut-être les deux, mais c'est vrai qu'en plus, là, ce temps-ci, on est quand même dans un. Sociétalement parlant, on est aussi dans un truc un peu anti-gaspi. Et Hell's Kitchen est arrivé un peu trop tôt, je pense, par rapport à ça. Mais c'est intéressant de savoir qu'on peut créer quelque chose avec de la friture, avec des épluchures de patates. C'est quelque chose qu'on a un petit peu perdu en France par rapport au Japon, ça, le fait de cuisiner une bestiole entière, par exemple. Oui. Du yakitori. Après, quand on retrace un petit peu justement genre l'histoire de la gastronomie, quand on repense un peu à comment est construite la cuisine un peu française, genre en fait quand t'imagines, je sais pas, t'imagines un poulet, le poulet genre du dimanche, c'est ta grand-mère, le poulet rôti, tu vois, il reste les os et derrière, on va pas jeter les os, derrière on va faire un bouillon avec et on va continuer à cuisiner le poulet, voilà, et ensuite tu continues à pousser le produit jusqu'au bout, les différentes vies du produit, quoi, c'est ça. Je pense que c'est un peu peut-être avec la venue l'oubli on a de moins en moins de place, on a de moins en moins de terrain, on peut de moins en moins élever des animaux chez nous, de moins en moins cultiver, et donc il y a moins ce côté je vais cuisiner ce que j'ai chez moi jusqu'au bout et sans le supermarché. Et on n'a pas de rice cooker en France non plus. C'est-à-dire qu'avec l'avantage du rice cooker, c'est qu'on peut garder le riz 2 jours, tu vois. Donc maintenant ça devient vachement plus répandu, quoi. Ok, vous avez des rice cookers. Moi j'en ai pas, mais c'est un grand drame. Moi j'ai un rice cooker. Je suis asiatique, je suis obligé. Après on peut cuire le riz sans rice cooker, mais ouais, moi je pense, en fait ma maman vient d'Afrique et donc on mange beaucoup de riz là-bas et la première fois que j'ai vu du riz cuit à la française, c'est-à-dire bouilli à l'eau comme des pâtes, j'étais un peu choqué. Toi aussi. Ouais. J'étais un peu choqué, Figure-toi qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'Asie aussi, quand ils arrivent en France et qui nous voient plonger le riz dans l'eau, déjà ne pas le laver, le mettre dans l'eau bouillante comme des pâtes et puis l'égoutter à la fin. Mais ça fait ça à beaucoup de gens. Hein. Ouais. Alors après, je suis pas contre d'autres méthodes de cuisson, mais ça a pas du tout le même goût. C'est pas bon. Ouais. Et puis en plus, je pense qu'il y a un truc. Quand il y a en Asie, en Afrique, des gens font ça depuis des millénaires. Tu vois, genre ils perpétuent ce truc depuis des millénaires. Genre à un moment donné, tu te poses pas de questions, tu fais comme eux, tu vois. Et puis c'est leur truc, quoi. Le riz, ça vient pas de chez nous. Hein, en Afrique et en Asie, vous avez inventé le riz en sachet? Non. C'est chez nous, ça. Ok. Merci oncle Ben. La représentation des plats dans tous ces mangas, vous les retrouvez fidèles? Vous les trouvez fidèles? Ça dépend desquels. C'est vrai que dans Food Wars, des fois, ils font un peu loin. Mais après, dans le reste, les couteaux sont très bien représentés. Les couteaux sont hyper bien représentés, mais c'est vrai que le reste, un peu bof. Mais en fait, il y a des fois, en fait, ils vont travailler à partir de photos ou alors d'un fantasme ou alors d'un souvenir, et ça peut donner envie ou pas. Mais il y a des trucs, je prends dans Hell's Kitchen ou même dans Artist. Ou dans Mariage, t'as des trucs qui sont. Du coup, dans Mariage, c'est beaucoup des photos quand même. Et ça donne vraiment envie. Mais vu qu'il parle de photos, c'est un peu. Mais biaisé, t'en parlais l'autre fois, Flavien, à l'émission avec Yamishin, c'est. T'as la contrainte du noir et blanc aussi qui fait que tu dois composer qu'avec ça pour représenter un plat qui est souvent plein de couleurs. Donc tu joues sur les contrastes du noir et blanc et quelque part, ça offre plus de contrastes. C'est ce que tu disais l'autre fois. Elle donne faim, cette lecture? Quand vous lisez ces mangas, vous avez faim, vous avez envie de boire du vin, vous avez envie de manger? Ah ouais, c'est un peu l'effet Top Chef, genre genre après je suis en feu, quoi, genre j'ai envie de cuisiner tout mon frigo, de faire des tests pas possibles, etc. Et ouais, carrément. Moi j'avoue, j'ai dit pour les gouttes de Dieu, mais j'avais envie de tester les plats qui étaient dans Food Wars ou dans Hell's Kitchen, et j'ai testé un plat de Hell's Kitchen avec les épluchures de patates et ça marchait vraiment, quoi. Donc tu vois. Ouais, mais alors est-ce que ça marchait? C'est là où c'est réussi, quoi. C'est quand t'as donne faim. Ouais. Oui, et c'est quand tu veux le faire après. Mais alors, est-ce que c'est bon parce que t'as voulu absolument le faire après et que du coup t'as mis tellement d'énergie que t'avais pas le choix de trouver ça bon? Non, c'était bon. Ou est-ce que c'était vraiment bon? Non, c'était vraiment bon. C'est bon parce que tu cuisines bien, non? Bah oui, c'est pour ça. C'est notre maître des saveurs à nous. Hein. C'est ça. Le maître des épices. Et dans tous ces souvenirs culinaires de manga, vous en avez d'autres? Toi, t'as donc c'est pelure de patates. Est-ce que vous avez eu d'autres tentatives gustatives qu'on retrouve dans les mangas ou non, mais qui étaient peut-être fusion, qui rapprochaient des choses étonnantes que vous avez pu manger?
Peut-être le poulet. Alors c'est en lisant Dragon Ball, tu vois, quand ils bouffent tous les poulets, etc. Je me suis dit comment ils faisaient. C'est de la friture de poulet, comment ils faisaient. Et en fait, je m'étais lancé dans la recette de allez, comment je vais faire de la friture de poulet, alors que en Inde on en fait, mais c'était pas pareil. Je voyais pas le croustillant qu'il y avait dans le truc. Le karaage. Et avant de connaître le mot karaage, mais c'est quoi ce truc? Et je m'étais lancé sur un peu la préparation de comment faire un karaage parce que ça me donnait envie, toutes ces fritures et tout. Voilà. C'est trop bon. Genre il y en a partout, en tant que Français quand tu te balades au Japon, genre même dans les combini, bon c'est pas la version la meilleure, mais bon vu que tu connais pas le truc, t'achètes un bout de poulet frit en combini, genre t'es content quoi. Moi j'avais acheté une saucisse panée. Ouais. C'est quoi les American Dog, je crois, un truc comme ça, ouais. C'est bizarre, c'est une saucisse sur un bout de bois et qui est panée. Donc je suis pas sûr que ce soit très japonais à la base. Non. C'est tellement. Mais moi aussi je l'ai acheté. C'est tellement parfait. T'as juste envie de l'acheter et d'essayer. Tu te dis waouh, c'est magique. En fait, c'est à l'intérieur, à la caisse des combini, vous avez des sortes de petits blocs chauffants avec de la nourriture dedans. Et donc les combini qui sont des petites supérettes ouvertes presque 24/24. Et donc ça donne envie. C'est le truc le plus joli en fait. Déjà c'est symétrique. Non, c'est bête, mais l'humain aime tout ce qui est symétrique et il donne envie d'être mangé. C'est ça, je crois que c'est American Dog et en fait c'est une espèce de brioche panée avec une saucisse à l'intérieur. Donc c'est sucré, gras et il y a de la viande. Moi j'ai juste mangé des ramen après avoir lu Naruto parce que j'étais très nul en bouffe japonaise et du coup j'ai voulu tester et j'ai pas été déçu. C'est vrai, combien de personnes ont bouffé des ramen après Naruto? Je pense que ça dit c'est omniprésent. Ouais. Ah mais le manga je pense a fait beaucoup pour la cuisine japonaise en France. Clairement. C'est sûr. Je suis allé dans un restaurant à Paris qui s'appelle le concert de cuisine, tenu par un chef japonais. J'y suis allé aussi. Exactement. C'est trop bien. Qui est magnifique. C'est du gastronomique, donc du vrai gastronomique, hein, donc avec rien dans l'assiette. Et c'est une blague. Il n'y a pas grand chose dans l'assiette quand même. Et tout est cuisiné dans une petite salle où il y a 15 couverts, un grand maximum. Ouais, c'est ça. Par un chef sur une grande teppanyaki. J'y suis allé, je crois. C'est rue de la Grande Truanderie? Non, c'est pas un truc. À Birakeim pour. C'est pas celui-là, mais il y en a un autre où j'étais allé. Et effectivement, il arrive à mélanger la cuisine française et japonaise de façon incroyable. Ne serait-ce que par les techniques et les produits, où il fait vraiment avec du produit frais français, mais à la japonaise, et ça donne quelque chose. Et puis façon teppanyaki, c'est un peu classe, quoi. Teppanyaki, c'est la plancha japonaise. Ouais. C'est ça. Puis c'est toujours un peu spectaculaire, quoi. Ouais. Et là-bas, c'est plus, c'est au-delà du spectacle, il y a vraiment, tu sens que le gars maîtrise et que voilà, il y a quelque chose d'autre derrière. Et c'est vraiment, pour moi aussi, allez-y, concert de cuisine, c'est vraiment top. Ce restaurant est comme dans d'autres restaurants, comme des restaurants d'okonomiyaki, qui est une sorte de crêpe à base de choux qu'on peut manger dans la région d'Osaka, notamment au Japon. Ce qu'on disait dans Lucie l'amour et rock'n'roll, le chef disait des crêpes, alors que c'est des okonomiyaki. C'est ça. C'est pas des crêpes. C'est pas des crêpes. Et souvent, ils finissent les cuissons à la cloche, c'est-à-dire qu'ils ont des grandes plaques et ils ont des cloches. Nous, on se sert des cloches en France pour servir la nourriture et la présenter en mode surprise à table. Je crois que c'est le service à la russe, ça. Ah ouais. S'il faut être technique, mais je suis plus sûr de moi, mais je crois. Ok. Au Japon, ils s'en servent pour la cuisson, pour finir la cuisson, faire mi-grillé, mi-vapeur. Ouais, parce que souvent ça se fait sur une plaque chauffante. Je pense qu'en tant que couvercle, finalement, la cloche, ça s'y prête bien pour ce genre de cuisine qui se fait sur une plaque chauffante. Il y a d'autres techniques comme ça, un peu surprises, que tu as pu apprendre? Alors, par rapport aux techniques, il y a genre, je sais pas, c'est plutôt une technique de rice cooker. Genre, il y avait vraiment un petit resto. On est sur de la technique de rice cooker là. Il y a un petit resto plutôt gastro, genre un peu un izakaya qui est le bistrot japonais, donc plein de petites assiettes pas trop chères. Bar à tapas japonais. Ouais, bar à tapas japonais, ouais, très bien. Et donc, genre, j'ai bossé avec ce cuisinier, il m'a montré ses techniques. Et c'est marrant, à un moment, il faisait c'est un peu à la mode, la cuisson de la viande basse température. Et vu qu'il avait pas de matos à proprement parler, donc il utilisait son rice cooker pour cuire de la viande. Ouais, pour cuire la viande. Il prenait son bœuf qui marinait, qui l'entourait dans un sac congèle, dans plusieurs sacs congèles bien serrés, et il mettait de l'eau dans son rice cooker, son bœuf, et il lançait la cuisson comme une sonnerie. Et c'était pas mal. On est comme dans Norbert Région là, on a exactement. c'est incroyable. Exactement.
Pour citer cette émission de télé. De tout ça, t'as gardé beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu cuisines, t'es en train de préparer, de monter un projet pour installer un lieu de cuisine dans Paris. Ouais. Si je dis pas de bêtises, hein, ouais, non, c'est ça, je dis lieu de vie, donc ça pour la faire très rapide, il y a de la cuisine, il y aura certainement du coworking, de l'auberge, et puis un espace d'animation culturelle, pourquoi pas une petite bibliothèque, etc. On verra bien. Voilà. Donc aujourd'hui, tu es en train de chercher à installer ça dans Paris, et dans la cuisine, tu as gardé toutes ces techniques que tu as apprises au Japon pour l'adapter sur ce qu'on peut trouver et faire en France ? Oui, donc on fait pas mal d'événements éphémères, donc aujourd'hui on s'exprime plus par la cuisine, même si on veut faire plus demain, et donc le Japon pour moi c'est vraiment une des grosses bases de mes influences culinaires, et donc on revisite pas mal de produits japonais, notamment les yakitori, donc ces brochettes de poulet, donc on en fait avec les produits français, c'est-à-dire je sais pas... Je peux remplacer une graisse par ce qui se trouve en France comme du saindoux, même si on n'utilise plus beaucoup le saindoux de nos jours. C'est compliqué d'en trouver. Voilà, et donc ce genre de choses. On adapte, on va adapter les makis. J'ai fait un petit flan japonais aux œufs qui s'appelle chawanmushi. C'est un flan aux œufs salés, c'est une petite entrée c'est super bon, salée, voilà, où c'est comme un petit flan, c'est légèrement pris, et donc je cuisine ça aussi en France. Je pense aussi, ils cuisinent pas mal du daikon, c'est un radis blanc japonais. Qui est très bon. Voilà, moi je mets ça dans le curry. Exactement. Et pour rester sur des produits de saison et des produits français locaux, nous on utilise pas mal le radis noir à la place. Et même si en cru, c'est beaucoup plus fort que le radis blanc, mais en cuit, sur des cuissons type pot-au-feu ou ce genre de choses, mais ça marche très bien. Et donc, on pourrait parler pendant des heures de cuisine. Et l'équivalent du pot-au-feu japonais, c'est le nabe. Et dans le nabe au Japon, contrairement à ce qu'on fait en France, on n'hésite pas à mélanger légumes, viande et poisson. Oui. Ouais. Il y a aussi, ils n'ont pas ce problème-là de tout mélanger ensemble. Non. Et nouilles. Et c'est assez génial parce que ce nabe, ça se passe, c'est un peu comme la raclette, c'est-à-dire que c'est un plat qui se cuit devant tout le monde, au milieu de la table, avec une grosse marmite, un réchaud en dessous, et tout le monde pioche dans ce plat, et ça c'est assez agréable de partager. Ce qui est assez incroyable, alors là je vais faire la promo encore sur une vidéo qu'on a fait sur manga.tv, on a fait une vidéo qui recense un peu les nabés qui se passent dans toutes les régions. Et en fait il y a un nabe par région. Ouais, c'est assez fou. Ouais, ça, c'est incroyable. Ça, c'est ouf. Ah, mais il y a des terroirs au Japon, de toute façon, comme il y a des terroirs en France. Ouais, mais le nabe, c'est quand même la cuisine populaire, en fait. C'est le pot-au-feu et qui est évolutif par rapport aux régions, quoi. Et pour revenir au manga, il y a un nabe qui est présent dans un manga qui s'appelle Inomaru Sumo, qui est un manga de sport, un manga sur le sumo, et il y a un plat qui est appelé le plat du sumo, qui est le Shanko nabe au Japon, et donc comme on le dit, voilà, c'est un plat plutôt à partager, plutôt familial. On met beaucoup de choses dedans, poisson, viande, pâtes, légumes. Et il y a une spécificité sur le Shanko nabe qui est servi dans les écoles de sumo au Japon, dans les écuries professionnelles. C'est que ce sont les meilleurs sumo qui se servent en premier. Ah oui, comme les loups. Oui, c'est ça. C'est ça. Comme les loups. Donc globalement, les meilleurs sumo, ils vont prendre la viande, le poisson et les bons légumes. Et les autres, le reste. Et ensuite, à la fin, quand t'es dernier, quand t'es le nouveau sumo, celui qui doit grossir, tu vois, celui qui doit prendre du poids. Donc tu dois prends le bouillon. Tu prends le bouillon, contenter des restes, quoi. Le bouillon et les petits morceaux de légumes qui ont été trop cuits, qui sont trop petits pour avoir été pris par les autres. Et tu finis comme ça à manger des restes. Tu dois essayer de grossir, donc tu dois manger beaucoup plus de bouillon. C'est très compliqué d'être sumo au Japon. C'est un peu la hiérarchie à la japonaise, transposée à la cuisine, quoi. C'est un truc. Il y avait des problèmes comme ça dans les cuisines, enfin des problèmes, pas forcément des problèmes, mais des surprises dans la hiérarchie des cuisines japonaises quand on vient d'Europe. Alors non, moi ça a été, j'ai pas bossé dans des grosses brigades, et donc le restaurant le plus japonais avec le plus de monde que j'ai bossé, c'était ce restaurant de yakitori, et en fait, du fait que ce soit un yakitori, le chef, donc c'est celui qui exécute lors du service les brochettes. Donc il n'y a pas 36 personnes derrière le barbecue, il y a une personne. Et en fait, tout se fait avant sur la mise en place, sur la préparation des brochettes. Et on le fait
tous ensemble. Disons que le chef passe pas le balai et fait pas la plonge, mais sinon il est quand même aussi là à préparer les brochettes avec tout le monde, des brochettes, et c'était plutôt des jeunes, et c'était pour le coup je sais pas, assez proche de ce que j'ai pu vivre en France, à la cool un peu, même si c'était gastronomique. Et est-ce que tu as vu au Japon, ou est-ce que tous vous avez vu des buffets comme dans Dragon Ball, les fameux buffets de Sangoku? Alors moi j'en ai vécu un au Japon quand j'y étais. Après c'est parce que on était accueillis, je faisais du couchsurfing au Japon et on était accueillis, et quand t'es accueilli au Japon, t'es accueilli quoi. La gastronomie, l'art de la bonne chair. L'art de la bonne chair, et là j'ai jamais vu j'en arrive et on arrive tout penaud, déjà on arrive avec notre bouteille de vin pour en cadeau en omiyage quoi, et là on voit la table, on fait et mon Dieu, mais c'est un buffet, mais c'est énorme. Et en plus tu finis ton assiette et on t'en remet, donc à chaque fois donc on a mangé comme des chancre. Ouais, voilà, exactement. Mais tout était tellement bon qu'en fait j'ai vraiment fini le buffet quoi. L'art de la bonne chair au Japon, c'est la même qu'en France de ce côté-là, c'est-à-dire que comme chez mamie, tant que vous dites pas non, on vous resserre. Oui, au Japon, c'est pareil. Et il faut finir son assiette ou... si tu finis ton assiette, on te resserre. Du coup, en fait, est-ce que c'est mal poli de laisser moi, de pas finir son assiette? Moi, j'avoue que j'étais genre, je voulais pas laisser dans mon assiette parce que je voulais dire non, en fait, c'est pas bien. En fait, il me dit, si t'as pas faim, tu laisses. Mais moi, je voulais pas parce que c'était trop bon. Mais parce que ça, en France, on est éduqué comme ça. Il faut finir son assiette. Alors qu'il y a plein d'autres cultures où si t'as fini ton assiette, c'est pas bon signe parce que ça veut dire que t'as pas assez mangé, quoi. C'est ça. Donc je me demandais si au Japon c'était... Au Japon c'était plus tu laisses, tu t'arrêtes de manger quand t'arrêtes de manger quoi. Moi aussi je pense, j'ai pas trop de retours sur la question. Je pense que je suis comme toi. Moi je vais revenir au shankonabe, ce fameux plat du sumo. Je suis allé dans un restaurant tenu par la femme d'un sumo, enfin d'un ancien champion à la retraite. Effectivement j'avais ce truc, cette chose de il faut absolument finir. Donc j'avais une marmite et donc il fallait que je la finisse. À un moment donné je mets un petit coup de fouet, tu vois, parce que c'est quand même costaud, et j'éclate le bouillon. Déjà en me disant ça c'est fait, voilà, j'ai éclaté le bouillon. Et l'erreur. Puis, l'erreur. Ça en remis. L'erreur bête, puisque j'étais donc le seul Européen occidental, même seul touriste tout court du restaurant. J'avais la patronne qui me surveillait, mais comme jamais j'ai été surveillé pour manger. Surveillé comme jamais. Et dès que j'ai fini le bouillon et que j'ai commencé à vraiment enquiller pour finir cette marmite, pour 8, elle arrivait, fait mais vous avez plus de bouillon, mais c'est pas possible. Elle arrivait, elle m'a remis des bouillons, elle m'a remis des champignons, elle m'a remis des tas de trucs. Le nabé, c'est le bouillon, quoi. Ça cuit dans le bouillon, donc normal. Il n'y a plus de bouillon, on remet du bouillon. Erreur bête. Mais c'est voilà, tout plein de petites choses comme ça qu'on apprend dans les mangas aussi. Ah, mais dans le manga, tu regardes, ils sont en train de manger plein de trucs, mais il y a toujours plein de restes. On regarde jamais, mais ils mangent, et il y a toujours plein de restes. Même dans Toriko, il n'y a jamais de reste. C'est vrai, dans Toriko, ils bouffent tout. Dans Toriko, ils mangent tout. Alors, c'est juste que Toriko, effectivement, c'est un manga culinaire, un manga gastronomique, avec de la nourriture qui n'existe pas. Oui, c'est vrai. Le Gourmet Hunter. Et il y a un deuxième manga qui est dans le même genre, Glouton et Dragon. Oui, c'est ça, j'allais dire, oui, c'est pareil. Glouton et Dragon, c'est on est effectivement dans des codes de ce qu'on pouvait imaginer au début, en tout cas en début de l'émission, de ce qu'on peut appeler le manga culinaire. Ouais. Bah oui, carrément. Évocation des plats, réaction par rapport au goût, comment attraper la nourriture en plus, parce qu'ils sont dans un donjon, faut la chasser. C'est ça que j'aime bien dans Glouton et Dragon, c'est qu'il y a ce côté... la nourriture, c'est pas que faire de la cuisine, c'est quelque chose qui va t'aider, il faut chasser, et puis c'est quelque chose qui va te permettre d'être plus fort et tout, enfin, c'est assez rigolo à ce niveau-là. Donc Glouton et Dragon, le concept c'est un manga culinaire mais dans un donjon de RPG. Voilà, où on mange des... je sais plus quoi... des blobs et des slimes et des blobs. Dans Fire Punch, il y a un petit côté culinaire, mais alors là c'est de l'humain qu'on mange. Alors de l'humain héroïque, mais c'est de l'humain. Dans One Piece, on est plutôt sur du fruit du dragon. Oui, où il y a Sanji qui fait plein de... Et après il y a Sanji qui fait la cuisine. Il se baffre une fois de temps en temps en mode banquet Astérix, c'est clair. Avec des grosses pièces de viande. Mais ils ont fait le livre de cuisine qui est disponible chez Glénat, les recettes de Sanji. Les recettes sont pas mal, hein. Franchement, j'ai pas testé encore. J'ai testé quelques-unes, elles sont pas mal. J'ai vu quelques visuels, ça donne quand même envie. Il y a d'autres mangas comme ça en shoujo, Cardcaptor Sakura. Si vous regardez sur chaque tome de Cardcaptor Sakura, d'ailleurs il y a la réédition qui vient d'être annoncée pour mi-avril. Dans Cardcaptor Sakura, elle fait toujours des gâteaux, et dans le Clear Card Arc, la suite de Cardcaptor Sakura, c'est reparti. Elle nous apprend à faire un petit cheesecake sans cuisson.
Non, mais tranquille quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai que dans les shoujo, par contre, tu vois pas des gros plats, mais tu vois toutes les petites pâtisseries, les petits gâteaux, etc. Quand on parle des desserts, ils adorent les pâtisseries, mine de rien, les Japonais. Ils aiment bien les petits gâteaux, les petits trucs. Ils adorent la crème dans la pâtisserie. Il y a vraiment ce truc du café pâtisserie, tu sais, avec des pâtisseries un peu françaises, etc. Ouais, il y a pas. Il y a ce salon de thé en fait, il y a un peu moins en France, je pense. Oui, mais eux, ils mettent de la crème dans un petit peu tout, quand même, j'ai l'impression. Ou les gaufres, les grosses gaufres, ou non, les grosses crêpes, il y a tous les trucs dedans. Ouais, ça c'est. Après, c'est de la cuisine de rue, effectivement. Comme il y a des crêperies en France, il y a des crêperies au Japon. Sauf que les crêperies sont servies en cornet et remplies de crème chantilly et de cheesecake et autres boules de glace et bananes, etc. Oui, alors qu'une crêpe en France, on est d'accord, c'est du beurre. J'ai vu, pas mal de Bretons qui ont fait des crises cardiaques en voyant ça au Japon, je pense. Et des crises de foie également, si vous voulez goûter une fois au moins pour déconner. Il y a les ramen de Naruto. Oui, ceux-là ils donnent et les ramen de Naruto dans lesquels on peut souvent trouver des Naruto. Exactement. Qui est alors comment décrire ce qu'est un Naruto en cuisine? C'est un pâté de crabe cuit vapeur avec le petit tourbillon à l'intérieur. C'est ça. C'est un peu comment dire la mise en abîme du Naruto parce que Naruto ça veut dire tourbillon. Oui. Et donc le truc s'appelle Naruto et il y a un tourbillon dedans quoi. D'accord. Voilà. Alors moi je crois que c'est comme le surimi, tu vois tout. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est ça, c'est un surimi. Des restes de poisson, pas forcément en forme de tourbillon. Ouais, c'était peut-être un peu trop gourmet ce que j'explique. C'est ça. C'est un surimi en forme d'étoile avec une spirale rose de colorant chimique dedans. Voilà. C'est ça. Mais j'avoue que c'est indescriptible comme goût en fait. Le Japon a un goût de. Enfin, les Japonais ont un goût de plus. L'umami. L'unami, exactement. L'umami, pardon. Parce que unami, c'est l'anguille. Exactement. C'est quoi un goût de plus? Ah oui, je veux dire, avec la mer, l'acide et tout ça. Ah oui, d'accord. Eux, ils ont donc l'umami qui est le cinquième goût. Et qu'on trouve essentiellement dans les produits de la mer, dans tout ce qui est algues. Là-bas, j'ai pu goûter ce qu'on appelle du raisin de mer. Une algue. Ouais, c'est ça. C'est Okinawa la plupart du temps. Umibudo de son nom japonais. Avec des petites boules. Allez. Comme des œufs de limpe. D'accord. Mais sur une plante. C'est un truc de malade. Ah oui. Ouais. Dans les mangas, on voit aussi beaucoup les combini. Ouais. Et beaucoup les promos. Les promos des combini. C'est génial, les promos des combini. C'est super. C'est comme tu fais tes promos Lidl. Ouais. Tu fais Non, mais c'est Saitama qui profite toujours de ça dans One Punch Man. Si quelqu'un veut expliquer, Yann. Mais moi, par exemple, j'ai été en working holiday visa au Japon pendant 1 an et j'ai découvert qu'il y avait des promos en fait à une certaine heure au supermarché. Donc, faut que t'arrives un peu genre sur la brèche à 17h, etc. Et là, ils commencent à coller des 50% en fonction des produits. Il y a beaucoup de choses fraîches au Japon en supermarché. Donc ça périme et donc pour qu'ils soient achetés, donc ils mettent des promos partout et tu peux faire vraiment beaucoup d'économies. Voilà. Et c'est vrai qu'en plus les fruits et légumes coûtent hyper cher au Japon quoi. Ouais, ça c'est horrible. surtout pour un Français où vraiment genre tu vas sur le marché je veux dire avec 5 €, tu as tes courses pour 1 mois. J'exagère mais ouais. Les plats instantanés, ça aussi c'est un autre truc qui est énormément présent dans le manga. Ils ont un truc avec le lyophilisé, le tout fait, mais qui est tellement plus haut de gamme que ce qu'on connaît en Europe. Bah nous il y a les nouilles chinoises. Enfin, ce qu'on appelle les nouilles chinoises. Je sais pas si elles sont chinoises. Et qui même sont plus souvent thaïlandaises ou vietnamiennes. Thaïlandaises et vietnamiennes. Mais c'est vrai qu'au Japon, t'as des trucs beaucoup plus intéressants. Il y a l'équivalent, le cup noodle, quoi. Oui. Donc cup parce que c'est dans une espèce de tasse, une boîte, voilà, qui pourrait à ne pas confondre avec la cup. Voilà, exactement. Je pourrais pas couper cette blague. Je suis désolé pour vous tous qui écoutez cette émission. Et c'est autrement meilleur pour de la bouffe lyophilisée, je dirais, ouais. Et c'est un peu plus cher. C'est un peu plus cher, mais au Japon, c'est pas plus cher. Oui, alors pour le Japon, effectivement. Ouais, c'est ça. Vous êtes français, vous êtes dans une épicerie japonaise en France. Un produit lyophilisé, des ramen, les Naruto ramen lyophilisés, vous allez les trouver à 5-6 €. C'est abusé. Cher pour un. Non, c'est n'importe quoi. Voilà. Alors que ça, aux États-Unis, moi, pour y être allé, c'est pas très cher non plus. Enfin, c'est dans les supermarchés, dans les rayons, des trucs pas chers. Bah, effectivement, c'est juste une question de consommation, d'importation. Et le truc vraiment pas cher en France, c'est dans ce qu'on appelle les supermarchés asiatiques. Voilà, les nouilles chinoises entre guillemets. Thaïlandaises ou vietnamiennes à 30 centimes. Exactement. Et là, donc c'est l'équivalent un peu de la cup noodle, mais je crois en Japon, c'est un peu plus haut de gamme. Et il y a pléthore de packaging. C'est vrai que c'est les rois du packaging.
Japon et de façon de faire ces produits lyophilisés. Et t'as les baguettes fournies avec, enfin c'est la totale quoi. C'est vraiment bien fait, t'as limite de la viande et du poisson lyophilisé dedans quoi. Oui, juste il faut ton eau chaude quoi. Il y a même et t'as même des versions fraîches et d'ailleurs dans les combini, t'as toujours une réserve d'eau chaude, c'est l'équivalent d'une bouilloire comme on a chez nous sauf que c'est toujours chaud. Et donc tu voilà, à n'importe quelle heure, tu peux faire ça pour moins d'€1, tu manges quoi. Et de même pour les distributeurs de boissons, donc tu as des distributeurs de boissons fraîches, des distributeurs de boissons chaudes en canette, donc totalement hygiénique, contrairement aux boissons chaudes en canette. Du café chaud en canette. Café chaud, Contrairement aux distributeurs de boissons chaudes en France où la moitié du temps on pense que les rats peuvent rentrer dans les machines sans vouloir dégoûter tout le monde. Mais effectivement au Japon c'est déjà dans des canettes. Donc c'est déjà un petit peu plus. C'est pas du thé. Un peu plus hygiénique. Tu te brûles pas les doigts dans ta canette Si justement dans les mangas on le voit parfois de temps en temps il faut c'est chaud. D'accord. Et il y a un petit peu de fumée qui sort, enfin des petits traits, c'est de la fumée, ces petits traits. C'est vraiment partout, là, vraiment dans les trous reculés du Japon, il n'y a rien, mais il y a un distributeur automatique. Et là tu fais oh merci. Mais ça donnait une très jolie scène dans le film Your Name. Kimi no Name wa, et dedans justement il s'invente un petit café imaginaire dans ce film à partir autour de la machine à boisson avec ce petit banc et tout et c'est complètement vrai, genre c'est vraiment la culture japonaise. Et ça fait partie de la gastronomie japonaise, cette représentation, cette évocation omniprésente de la nourriture. Qu'est-ce que ça peut signifier au final? C'est dans tous les mangas, c'est partout. Est-ce que ça veut juste dire que ça va être, en tout cas ma vision des choses, que c'est une volonté des auteurs de mettre du quotidien dans toutes leurs aventures, dans toutes ces histoires qui sont parfois farfelues? Moi je pense qu'il y a vraiment, vraiment une fierté de l'artisanat japonais, enfin par rapport à mes voyages au Japon, où les artisans sont fiers et les Japonais sont fiers d'avoir des artisans. Donc il y a vraiment cette fierté nationale des produits japonais, du plus simple, du ramen au sushi, et avec justement ces artisans qui sont mis en valeur par leurs clients, par le Japon, et c'est cet amour du pays et justement du vivre ensemble à la japonaise qui va aussi bien dans le respect du bien public, des gens dans la rue, etc. Et je pense que c'est vraiment un truc nationaliste et d'un point de vue positif, voilà, de maintien de la culture japonaise, et qui peut-être naturellement les auteurs de manga le retransmettent parce que c'est ce qu'ils vivent au quotidien et ils adorent ça, et ça les rend fiers et c'est ce qu'ils aiment. Et ce qui est normal en fait pour eux. En fait, je plus sois complètement Yann. C'est totalement ça. C'est en fait, c'est de mettre des bouts de quotidien, de réel, dans des trucs complètement fantasmagoriques ou dans des aventures. En fait, c'est ce qui ancre encore plus l'histoire. Donc en fait, en fait, c'est même, je reprends même l'exemple dans Camelot. Et Camelot, ils sont toujours en train de manger et tout. Et en fait, du coup, ça les ancre dans un réel. Camelot la série, pardon. Camelot la série, ça les ancre dans un réel, ça les ancre dans une certaine réalité. Et en même temps, en fait, on s'attache parce qu'il y a une notion de réalité, il y a une notion de partage, de saveur, de goût. Et en fait, c'est comme dit Yann, c'est un partage du pays et de l'amour en fait qu'on a sur des petites choses. C'est pas faux. Robin. C'est beau, Camelot. Oh là là, c'est magique. Mais moi, je vais même aller encore plus loin. C'est que ça fait partie de l'histoire de l'art en fait. La représentation de la nourriture, de l'Antiquité où on parle des orgies, aux natures mortes dans la peinture, jusqu'à l'art contemporain ou l'art moderne, ou même la mode où t'avais Lady Gaga qui avait une robe en viande. Tu vois, genre la nourriture est sans arrêt représentée en fait, et c'est parce que ça fait partie de nos pulsions un peu, tu vois, primales, on va dire. T'as le cerveau, les parties génitales et le ventre, en fait. C'est les trois grosses pulsions, et du coup, c'est logique quoi, que la nourriture soit omniprésente. Elle est omniprésente dans l'art, dans l'histoire de l'art, donc dans le manga, ça me paraît logique quoi. Hashtag 5DC pour réagir à l'émission, prolonger ces discussions. On pourrait continuer encore des heures. On parle de nourriture. Je pense. Et de cette omniprésence de la nourriture, de la gastronomie, de la cuisine dans les mangas. Hashtag 5DC pour réagir à l'émission. Hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga. Est-ce que quelqu'un voulait rajouter un dernier mot, une dernière chose avant de clore cette émission? Eh bien, il nous reste à vous souhaiter un bon appétit. C'est exactement ce que j'ai. Bon appétit, ça les fait bien. Le beurre, c'est la vie.
Yann, donc du beurre dans la cuisine. Ça, c'est un peu les bases de la cuisine française. Ça, le beurre, c'est le beurre. Et puis on vous tient au courant du jour où quand tu ouvriras quoi tout lieu qui c'est soit. ça. Bon, c'est pas tout de suite. Mais... ça va prendre un peu de temps. Ok. On se le souhaite. Mais du coup, on fera une deuxième émission et on ira la tourner chez toi. Avec plaisir. Très bien. Si on a parlé de restaurants, de choses comme ça, de goût, de recettes, de noms compliqués, n'hésitez pas à nous poser la question. Vous prenez votre petit téléphone ou votre petit ordinateur ou votre gros ordinateur, je sais pas. Et vous écrivez un courrier, non. Et vous écrivez un courrier. Non, on arrête le courrier. Et non, n'hésitez pas à nous demander. Hein. On a envoyé beaucoup de choses, donc s'il y a quelque chose qui paraissait un peu plus complexe qu'un autre, on peut vous donner les adresses, on peut vous donner les noms, on peut vous donner tout ça et continuer cette émission sur les réseaux sociaux. Merci messieurs. Merci, c'était super. Et à bientôt et bon appétit évidemment parce que maintenant vous avez faim. Voilà.